Donc les premières impressions, déjà moi je suis un peu un privilégié puisque moi dans l'avion j'étais juste à côté du hublot, je pouvais observer la mer, je la voyais à perte de vue, enfin c'était juste trop beau quoi. Et puis à un moment donné, on se rapproche de la terre, donc là je préviens les copains, donc on s'agglutine tous les trois à côté du hublot pour essayer de voir quelque chose. Et puis là à ce moment-là, on voit déjà des montagnes enneigées. On voit une espèce de désert sans rien, quoi, sans habitation, sans rien. Donc c'est vrai que déjà c'est juste trop beau, quoi. Ouais. Ce qu'on voit déjà de l'avion, vu d'en haut, c'est incroyable. Et puis du coup l'avion atterrit. Donc là on se retrouve dans un aéroport au milieu de nulle part, quoi. Il y a rien là-bas à part l'aéroport. Et puis c'est vrai que bon, on est un peu stressé parce qu'on doit faire les trucs chiants, récupérer nos bagages, faire le change pour avoir de la monnaie islandaise. Passer le contrôle de douane où d'ailleurs un douanier nous a arrêté parce que le gars il se demandait ce qu'on foutait avec un énorme carton mal scotché. Il nous a demandé ce qu'on avait à l'intérieur, en plus on n'arrivait pas à lui expliquer, enfin c'était juste une catastrophe et franchement pendant un moment je me demandais si on n'allait pas devoir l'ouvrir et sortir tout notre bordel historique en plein milieu de l'aéroport. Gros moment de stress. Après, on regagne le bus quoi, pour pouvoir rejoindre la capitale. Et là, on sort de l'aéroport, on voit un ciel immense, on voit un désert de steppe. Il n'y a pas un arbre, il n'y a rien quoi. On se sent tout petit déjà en sortant de l'aéroport. Et puis du coup, on prend le bus pour rejoindre la capitale. Et là, franchement, on a une demi-heure de trajet. Moi, j'avais mes écouteurs dans les oreilles, j'écoutais ma musique et puis je profitais du paysage quoi. Il y avait la mer sur la gauche, sur la droite, il y avait des champs de lave à perte de vue avec des volcans éteints et tout. Enfin, c'est juste trop beau quoi. C'est déjà à ce moment-là, on est heureux quoi. On se dit putain ça y est on est en Islande, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais vu un paysage pareil et j'y suis quoi. Et puis c'est immense, on se sent tellement petit, c'est juste incroyable. Cette route qui traverse ce champ de lave et qui longe la côte et franchement déjà rien que là on en prend plein les yeux quoi. Et on commence à sentir l'impatience monter. On se dit vivement qu'on se débarrasse des trucs chiants et puis qu'on puisse se mettre en histo et puis commencer le trek quoi. Là il n'y a plus que ça en tête, hein. Ça c'est clair, c'est juste le début de l'aventure et on a hâte d'en découdre et puis c'est parti quoi. Maintenant faut s'installer, terminer les trucs chiants et puis avancer dans l'aventure. Donc c'est vrai qu'au niveau de la préparation, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc déjà, faut pas oublier que c'est un projet, on a quand même mis 2 ans à le monter avec Stig, entre le moment où on en a parlé, où on l'a arrivé, et puis le passage à l'action, il s'est quand même écoulé 2 années. Donc ça, c'est pas rien. Ensuite, donc ça qu'au niveau de la préparation physique, bon, j'étais pas trop inquiet parce que je suis un ancien militaire, j'ai quand même 5 ans d'armée de terre derrière moi, c'est vrai que j'ai été confronté à des natures assez hostiles, hein. J'ai voyagé dans des pays tropicaux, j'ai fait des stages en montagne, donc c'est vrai que je suis pas trop inquiet sur cet aspect-là du trek, vu que je bénéficie de cette expérience. Je pars quand même avec des gens un minimum aguerris, un petit peu rustiques quand même, puisque ce sont 2 copains avec qui on fait de la reconstitution médiévale depuis un petit moment. C'est des gens qui pratiquent des sports de combat, ils savent ce que c'est que souffrir, ils sont quand même physiques quand même, je veux dire, voilà, il y a quand même cet aspect-là qui est pas négligeable. Moi surtout la préparation a été de beaucoup me renseigner sur l'aspect médical, c'est-à-dire faire quand même attention à pas mettre toute l'équipe en danger, pouvoir bénéficier d'un minimum de sécurité, et de préparation physique et mentale. C'est-à-dire que on part quand même avec pas beaucoup de nourriture, avec peu d'eau, on ne sait pas si on pourra se ravitailler sur le chemin, donc ça c'est quand même pas négligeable. Et puis surtout, si un de nous trois se blesse, ça peut mettre carrément l'expédition en péril ou carrément en abandon. C'est vrai que cet aspect médical était assez important. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner sur les risques en fait encourus
au niveau de crise d'hypoglycémie ou autre, ou si jamais par exemple un ou trois se faisait une fracture de la cheville ou autre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, faut en prendre conscience, faut pas que ce soit non plus un obstacle au voyage, mais faut en prendre conscience et pouvoir parer quand même au maximum d'éventualités. Donc après, c'est vrai que le fait de partir à 3 c'était pour moi la base essentielle. C'est-à-dire que brancarder quelqu'un tout seul, pour l'avoir déjà vécu, c'est une catastrophe. On peut pas, c'est très compliqué de porter une personne qui fait entre 60 et 80 kilos, surtout avec le matériel et tout, c'est même pratiquement impossible. Donc du coup, pour moi, la base de 3 était le minimum vital. C'est-à-dire que si un de nous trois se blessait, au moins les deux autres personnes pouvaient le prendre en charge. Donc ça, pour moi, c'était essentiel. Et aussi au niveau de la préparation psychologique, c'est vrai que le fait de partir au minimum à 3 est importante parce que si jamais il y a une faille au niveau de l'état de fatigue, si quelqu'un commence à gueuler, à se sentir mal, le fait d'être à 3 est quand même quelque chose de plus sain puisque ça évite un conflit direct entre deux personnalités pour des choix différents. Donc c'est vrai que le fait d'avoir 3 personnes, pour moi c'est le minimum vital pour pouvoir effectuer ce genre de trek. Donc ça c'était pour la partie physique et psychologique. Après, bah, on s'est beaucoup entraîné avec Stig. On a fait pas mal de week-ends de marche chargés comme des mulets. J'ai fait exprès volontairement de lui faire porter plus lourd que ce qu'il allait porter en Islande. Voilà, pour qu'il prenne conscience en fait de ses capacités. On vit dans un monde assez artificiel où les gens ont oublié qu'ils étaient forts. Et je pense que le fait de s'entraîner difficilement, de travailler dur sur l'entraînement, permet après bah, de pouvoir s'en sortir dans des situations hostiles. On le dit souvent dans l'armée, entraînement difficile, guerre facile. Donc je suis resté sur ces principes fondamentaux et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus et on s'est franchement pas épargné. Parce que marcher sur l'île de Ré dans le sable en Rangers avec des sacs de 15 à 20 kilos sous la pluie, ça forge vraiment le caractère. Après, je tire franchement mon chapeau pour Jocelyn parce que bah, lui, il a dû s'entraîner tout seul vu que de par ses études, il a dû partir en Normandie. Donc c'est vrai que bah, lui, il a dû s'entraîner tout seul, il a dû se préparer tout seul, même si on communiquait par internet. Donc c'est vrai que franchement, je tire mon chapeau parce que ça devait être vraiment pas facile, surtout sur la gestion du stress parce que la date, l'échéance arrivant à grands pas, nous on savait pas trop où il en était physiquement, donc c'est vrai que franchement je lui tire mon chapeau pour ça. Et du coup après bah, il y a la préparation matérielle hein, bien sûr, fabriquer la hotte, la tester. Moi c'est vrai que je me suis beaucoup occupé aussi de la trousse de secours parce que ça sert à rien de prendre des choses inutiles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, on sait qu'on a beaucoup de kilomètres à faire, on sait que ça va pas être facile, faut pas se charger inutilement. Faut vraiment prendre le strict minimum, mais en même temps, il y a des choses essentielles et si on les a pas, bah, ça peut être très grave après pour les conséquences derrière. Donc oui, il a fallu gérer tous ces aspects-là. Euh, et puis bien sûr l'inconnu, puisque on n'a jamais été là-bas, on connaît pas le climat, on sait pas du tout comment est le terrain, donc c'est vrai que qu'on part aussi dans l'inconnu. Après, je pense que dans ce genre, quand on se lance dans ce genre d'aventure, faut pas, je dis pas qu'il faut pas voir les choses négatives, mais faut quand même avancer, quoi. Faut quand même foncer. Il faut à un moment donné se lancer. Il faut pas avoir peur de tout et de rien. On avisera sur place. Ça, c'est important aussi. Il faudra pouvoir interpréter les dangers, interpréter les situations. Et le fait aussi d'être à trois est très simple puisque on peut en discuter. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'une seule personne a décidé pour le groupe, ou on n'est pas que deux à se prendre la tête pour est-ce qu'on prend ce chemin-là, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça. Le fait d'être à 3, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui peut être neutre en fait, être neutre ou prendre du recul sur une situation donnée et permettre d'ouvrir le regard aux deux autres personnes. Donc c'est vrai que ça aussi c'est essentiel et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait finalement, puisque à tour de rôle, on a tous à un moment donné dans l'aventure craqué un peu parce que faut être honnête, franchement. Bouger autant de kilos sur des distances aussi grandes avec un paysage qui finalement change pas tant que ça, il y a quand même moyen de taper dans le moral.
Surtout qu'on faisait quand même, quand on faisait des grosses marches, c'était 12 à 14 heures de marche, donc franchement, faut quand même, faut vraiment avoir du moral pour le faire. Et c'est vrai que le fait d'être à 3, bah, tour de rôle, on s'est aidé en fait, on s'est aidé, on s'est soutenu, donc ça c'était important. Voilà, pour conclure là-dessus, la préparation elle est importante au niveau physique, matériel et psychologique aussi. Pour toutes les personnes qui souhaitent un jour se lancer dans ce genre d'aventure, minimisez pas les dangers, mais en même temps foncez. Foncez quoi, vous arrêtez pas sur des points de détail parce que de toute façon, arriver là-bas, vous allez vous apercevoir que tout ce que vous avez prévu, bah, c'est pas du tout ça. Et justement, le petit truc qui va vous manquer, bah, comme par hasard, vous allez en avoir besoin. Donc ça fait partie du jeu. Faut s'y préparer psychologiquement et moralement aussi. Et puis après, faut pas croire, on a tous autant qu'on ait des ressources. Et justement, le fait de se lancer dans ce genre de projet, c'est de chercher ces ressources qu'on connaît pas. Alors donc pour mon costume, donc j'avais un costume de type norvégien, donc avec une tunique en laine, deux tuniques en lin, deux pantalons en lin, des chaussures en cuir, et sur la tête donc j'avais un bonnet en alvending avec aussi un chaperon en laine doublé de lin et puis une escarcelle avec ceinture, couteau et un galon et sur les épaules donc une peau de mouton qui était super pratique pour résister aux intempéries, pour couper du vent, donc ça c'était vraiment efficace. Et j'avais aussi donc, bah, en équipement la hotte avec dedans la tente avec une couverture, la seule couverture qu'on avait pour dormir, une peau de bête pour s'isoler du froid et puis la trousse de secours avec également aussi bah, les 7 kilos de galettes viking. Donc le tout représentant à peu près 17 kilos au départ. L'appel du Nord. Je sais que beaucoup de troupes de reconstitution historique vikings sont tournées essentiellement vers l'Est. Il y a beaucoup d'événements là-bas qui se créent. Mais pour moi, le viking, ça restera toujours les terres scandinaves, quoi. Je veux dire, le froid, la pluie, ces rochers qui sont battus par le vent, qui ont d'ailleurs contribué à forger le caractère de cette civilisation assez particulière, assez rustique quand même. Et c'est vrai que pour moi, l'Islande, c'était ça, quoi. C'est vraiment l'appel du Nord, le vertige que procure une nature insondable, mystérieuse, pratiquement désertique. Et du coup, c'est vrai avec les gars, quand on a réfléchi à ce qu'on allait faire, on a tout de suite pensé à l'Islande. Alors pourquoi un historique viking? Bah déjà le viking c'est parce que c'est une civilisation moi qui m'a toujours fasciné. Leur rapport à la nature, aux forces de la nature, à la mort est quand même assez extraordinaire. C'est un peuple très rustique, très pragmatique. Moi franchement je me reconnais vraiment dans leurs valeurs. Ensuite, le fait de faire le trek en histo, c'est quelque chose, c'est sortir des livres, sortir des livres, sortir du rêve, vraiment être dans l'immersion la plus totale. Et c'est vrai que ça fait des années maintenant que je fais de la reconstitution historique. Les spectacles, tout ça, c'est très bien. Mais c'est un week-end, c'est organisé, ça fait maintenant longtemps que j'en fais, et puis bah, on a envie d'autre chose, on a envie d'expérimenter, on a envie d'apporter aussi notre pierre à l'édifice, d'essayer de comprendre comment vivaient ces gens-là, et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de faire de l'immersif, quoi, vraiment se plonger, essayer de se trouver un but. Donc là, en l'occurrence, c'était de faire une randonnée, mais on aurait pu très bien faire autre chose. L'important, c'est d'aller à la démarche, c'est-à-dire c'est de passer du rêve, de passer de simplement porter un costume à le faire vivre, tout simplement. De faire vivre ce rêve, de revenir aussi à l'humain. C'est ça, je pense que c'est le plus important. C'est quand on est en costume, en spectacle, bon, bah, on joue un rôle. Là, on joue pas de rôle, on vit.
On vit, on essaie de se nourrir, on doit boire de l'eau, on doit avancer, on doit marcher, on doit dormir, mais on est en costume en permanence. Donc là, on fait vivre le costume. Donc je pense que c'est, pour moi, la plupart des reconstituteurs, je pense qu'ils ont ça en eux et qu'ils aimeraient passer ce cap-là. Et je pense que la randonnée s'y prête bien, puisque du coup, c'est un objectif assez simple, hein, aller d'un point A à un point B. Mais avec des péripéties, avec une gestion du matériel qui est autre, vu qu'on le fait en historique, et du coup ça peut, euh, ça peut vite, on peut vite avoir des petits tracas, des allées un petit peu rigolos, mais parce que faut bien sûr penser à l'hygiène et tout ça. Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie, en tout cas, intégrante de la démarche de ce projet. C'est-à-dire aller en Islande, faire un trek, oui. En viking, bah oui, ça c'est clair. Pour nous, ça se posait même plus comme question à la fin. On le fait, on le fait. Alors honnêtement, franchement, c'était des gens incroyables, hein. Alors c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire ça, mais franchement, on a été super bien accueillis, très agréablement surpris. Tous les gens nous ont renseignés, aidés, ont compris notre démarche en fait, et c'est vrai que c'était assez étrange. On n'a pas eu l'impression que les gens se moquaient de nous, au contraire, les gens étaient très curieux, ils ont vraiment pris notre projet au sérieux quand on en discutait, ils nous posaient vraiment des questions. Et autre chose que je tiens à souligner, là où j'étais surpris aussi, c'est qu'il faut pas oublier qu'on est des Français. On débarque chez eux pour jouer leur histoire viking traditionnelle, en sachant qu'en plus il peut y avoir un côté religieux chez le viking, même post-moderne. Et c'est vrai que je sais pas comment, moi qui suis breton, je sais pas comment les bretons trad réagiraient s'ils voyaient débarquer, je sais pas moi, des Suisses ou des Chinois en costume traditionnel breton pour un fest-noz. Je sais pas du tout comment ça se passerait, mais c'est vrai que on joue en tout cas une partie de leur identité. Donc c'est vrai que j'étais très surpris de leur ouverture d'esprit. Franchement, honnêtement, très surpris. Et je tiens aussi à remercier aussi le ranger qui s'occupait du parc national du Fichtvällir, qui nous a super bien accueillis, conseillés. Enfin, franchement, c'était génial. Donc on fait un petit coucou, un petit clin d'œil. Et puis bah, merci à tous les autres Islandais voilà, qu'on a croisés pour leur gentillesse naturelle et leur savoir-vivre. Ouais, alors le film Vélière, bah, je sais même pas par quoi commencer, franchement. C'est trop beau. C'est mystérieux, c'est magique, Pour l'instant, ça va être un des endroits les plus beaux que j'ai jamais vu, quoi. C'est vraiment... Je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment pas du tout. Euh, mais c'était juste incroyable et franchement, je suis super content qu'on ait resté plusieurs jours pour vraiment prendre le temps d'explorer le site, de vraiment se promener dans les moindres recoins. Euh, c'est vrai que franchement, j'ai pas les mots. C'est vraiment, c'est tellement beau, faut le vivre, faut y aller. Faut y aller, faut voir par soi-même. Essayer de s'exfiltrer des points touristes, hein, essayer de se promener vraiment dans le Rif partout. Essayer de crapahuter un petit peu en faisant attention à pas tomber dans des crevasses. Mais vraiment explorer à fond le site parce que franchement, finalement, le point de vue touristique est. Bon, ok, c'est au-dessus d'une colline, on nous dit que c'est là où il y avait le Parlement islandais, super, voilà. C'est pas si extraordinaire que ça. Ce qui est extraordinaire, c'est vraiment toute la partie géologique en fait. Faut vraiment avoir le regard, prendre le temps de bien se promener, de bien regarder et de profiter de tout ça, quoi. Parce que franchement, il y a des endroits qui sont complètement improbables, on s'attend pas du tout à ça, on se promène, on grimpe, on gravite, et puis d'un coup, ah non, bah, la vallée elle prend cette forme-là, la faille prend cette forme-là, par là, donc c'est vrai que c'est super beau, quoi, c'est super sympa, et des fois on est même repassé aux mêmes endroits, on les reconnaissait même pas, quoi, tellement que c'est varié, diversifié, et c'est vrai que je comprends pourquoi franchement ils ont choisi cet endroit-là
pour se rassembler parce que c'est beau quoi, c'est vraiment 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 trop beau. Donc si jamais un jour vous passez par là, allez-y, franchement allez-y, arrêtez-vous, prenez le temps au moins de passer une bonne journée là-bas, mais allez-y parce que c'est juste incroyable, vous allez en prendre plein les yeux. Alors, donc les meilleurs souvenirs, il y en a eu, j'imagine que les autres ont dit la même chose, il y en a eu vraiment plein quoi. C'est la beauté du paysage, la nature profonde, mystérieuse, c'est le sourire des gens qu'on croise, c'est notre camaraderie parce qu'on s'est tellement marré, on en a chié, franchement, on a bien souffert, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Que ce qu'on s'est lâché quoi, franchement on s'est lâché, on s'est marré, on a fait rire, on a des très très bons souvenirs entre copains, c'est des choses qu'on peut se remémorer autour d'une bonne bière dans un pub, et je pense aussi que c'est ça aussi, faire ce genre de démarche, c'est vivre des expériences profondes, légitimes, fortes, qui soudent des amitiés, et qui peuvent en créer de nouvelles, et puis forcément, après, il y a les petites anecdotes, il y a les petits trucs comme ça qui nous font sourire dès qu'on y repense quand ça va mal. Donc c'est vraiment... non, franchement, je sais pas, là, le ciel, la couleur de la roche, le vert, le, la beauté de ces paysages infinis, ce sentiment d'être tout petit là-dedans, enfin, je sais pas, moi, c'est surtout vraiment la nature, moi, qui m'a vraiment fait rêver. Puis après, il y a le côté aussi, c'est qu'on voyage deux fois, quoi. C'est on voyage géographiquement dans un site incroyable, et puis on voyage aussi historiquement. Moi, je sais qu'il y a des fois, franchement, j'avais les larmes qui montaient quand tu marches, que tu vois tes potes dans ce paysage en viking, tu rêves deux fois. Franchement, tu rêves deux fois. T'es là, tu te dis, mais c'est magnifique, quoi. Le nombre de belles photos que j'aurais pu prendre et que j'ai pas pris tellement que j'étais scotché par l'émotion. De vivre vraiment cet instant présent, de se dire je suis en historique viking, dans un site incroyable qui appartenait aux vikings. C'est ça aussi. Et ça fait partie de mes plus belles, de mes plus beaux moments, et ça restera gravé jusqu'à la fin, quoi. Et même quand je retrouve donc Thomas ou Jocelyn, c'est vrai que quand on se voit, euh, il y a l'émotion dans le regard, quoi. On est content de se voir, on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on a partagé, et ça, il n'y a pas de mots. Et donc les pires souvenirs, donc il y en a aussi quelques-uns. Donc pire souvenir, déjà j'étais un peu déçu parce que les bières, l'alcool, t'en trouves pas partout. En fait, faut aller dans des endroits spéciaux, à des horaires spéciaux pour pouvoir avoir de l'alcool. Donc c'est franchement ça c'est un peu triste pour des Vikings de pas pouvoir boire de bière à moins de 0, enfin c'est même pire que des panachés, les trucs qu'ils vendent dans les commerces. Donc on était un peu déçus. Après, si une petite anecdote où à un moment donné, j'avais tellement mal aux pieds que je marchais pieds nus en fait, et je pense que les anglo-saxons ont un vrai problème avec les pieds nus parce que il y avait donc des grands-mères d'origine anglaise qui nous avaient arrêtés en nous demandant pourquoi on marchait pieds nus dans l'herbe. Et notamment aussi un couple d'Américains que je ne saluerai pas qui, en passant à côté de moi, m'ont regardé, ils ont dit fucking Hobbit. Et là, j'ai commencé à m'énerver, à me dire, mais putain, je suis un viking, bordel de merde, pas un putain d'Hobbit, quoi. Mais bon, voilà, quoi. À part ça, franchement, non, c'était cool. Si petite chose aussi, un truc un peu étrange en Islande, donc quand on a un podomètre, quand on regarde le panneau, qu'on voit qu'il nous reste 11 km, marcher les 11 km, revoir un deuxième panneau avec la même destination avec marqué 9 km. Je sais pas ce qu'ils ont fait la DDE là-bas avec les panneaux, mais il y a un vrai problème au niveau des distances parce que franchement on s'est fait avoir plusieurs fois, surtout que c'était une ligne droite. Donc je vois pas comment d'un coup de 11 on est passé à 9 encore restant à faire. Là il va falloir qu'on m'explique quand même parce que c'était juste incroyable ça aussi. Pour conclure, franchement, monter des projets, passer à l'action, que ce soit à titre associatif ou personnel ou même en groupe de copains, peu importe. Peu importe aussi, je pense, la qualité des matériaux. Je pense le plus important, c'est avant tout d'être légitime dans ses démarches, de vraiment le faire pour soi et pas pour les autres.
Il y a quelque chose qu'on aime bien se dire avec les gars, c'était de mettre nos égos au service du projet et pas le projet au service des égos. Donc ça c'est important. Et puis enfin voilà, ils feront partie des plus beaux moments de ma vie et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et le truc c'est que le, le fait de sortir des sentiers battus, de faire des projets, même si d'autres le font, même si des gens ont les mêmes idées que vous, ce n'est pas grave, on n'est pas dans une bataille à savoir qui fera le meilleur trek, le meilleur machin. Je pense que le plus important c'est de le faire vraiment pour soi-même, de quand même fixer quelques traces pour nos proches, et puis pour partager avec les autres personnes, de remonter des projets ainsi de suite derrière, pour faire évoluer la qualité du travail, on va dire, archéologique expérimental. C'est-à-dire que bah, tout se fait pas en une seule fois, et je pense qu'en répétant ce genre d'action, bah, on commence à acquérir en fait de l'expérience tout simplement, à tester du matériel, à revenir au plus proche du réel, au plus proche de l'humain et de ce que pouvaient vivre ces gens-là, sans avoir l'arrogance de dire je sais, j'ai la réponse, j'ai la connaissance, mais avoir vraiment une connaissance cyclique, quoi, vraiment comme l'étaient ces gens-là, c'est-à-dire on peut se tromper, on peut échouer, le but d'expérimenter c'est de se tromper quelque part, c'est d'apprendre de ses erreurs et puis bah, d'évoluer, d'avancer. Donc franchement, pour conclure, vivez vos rêves, faites-le, quoi. Franchement, faites-le. Nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, on est parti à l'arrache, on n'avait pas forcément non plus beaucoup de sources historiques, on a vraiment dû se débrouiller. Donc voilà, faites des projets. Si jamais vous voulez de l'aide ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous contacter. Bougez de votre canapé, bougez de chez vous, allez à la rencontre des autres gens, montez des forums, des blogs, montez des projets, voyagez en histo, mais en tout cas, faites vivre votre passion. Franchement, je crois qu'il y a, pour terminer, vaut mieux terminer là-dessus, parce que je suis très très bavard, mais faites vivre vos passions, parce qu'elles en valent le coup, et puis on apprend, on grandit à travers elles, quoi. C'est vraiment ça. Après la reconstitution viking, la reconstitution du mouton. The Black Sheep.